La balado-diffusion du bulletin F1 commence dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti! Bienvenue à tous à cet épisode numéro 33 du Bulletin F1, en plus d'être la première épisode de la saison 2. Donc, le numéro 33, ça nous fait penser à Max Verstappen, bien sûr, ce pilote néerlandais qui est aussi le fils de Jos Verstappen, qui a été pilote de Formule 1 dans les années entre 1994 et 2003. Il a fait ses débuts en Formule 1 en 2015 avec le Toro Rosso. Il est aussi le plus jeune pilote de F1 à avoir couru sur un circuit à l'âge de 17 ans et 166 jours. La saison suivante, nous avons pu le voir après 4 courses chez Red Bull, donc un transfert entre Toro Rosso et Red Bull qui a attribué le baquet de Daniel Kvyat qui avait fait le chemin inverse et avait eu quelques accrochages avant l'arrivée de Verstappen. Et pour fêter son arrivée avec Red Bull, Verstappen avait remporté sa première victoire en Grand Prix à l'âge de 18 ans et 277 jours. Donc, une victoire un petit peu surprise avec l'accrochage de Rosberg et Hamilton. On se souvient tous de cette fameuse course. Et ces saisons ont suivi. Présentement, il a réussi à avoir 8 victoires et la saison 2020-2021 devrait être très bonne pour Max Verstappen qui, cette année, pourra compter sur le support de ses fans à la maison avec un tout nouveau Grand Prix aux Pays-Bas. Donc, on peut s'attendre à ce que les gradins soient remplis de la vague orange que Max Verstappen a, par exemple, en Belgique et en Autriche, pardon. Donc, ça va être intéressant de suivre cette saison. Et puis, il est né en Belgique, mais court sous le drapeau néerlandais. Merci beaucoup Marc-André Fortin. C'était l'introduction de la saison 2, épisode 1 du Bulletin F1. C'était Marc-André Fortin, un grand fan de Max Verstappen d'ailleurs. Et je m'appelle Abdoussal. Bienvenue à cette nouvelle saison du Bulletin F1. Wow! Pour la première fois, on va commencer une saison en entier parce que l'année passée, on avait commencé, je pense, entre le Grand Prix de Chine et d'Azerbaïdjan. Donc, cette année, ce sera la première saison complète. Wouhou! Puis, oh oui, et on a vraiment hâte. Évidemment, Marc-André Fortin sera là, mais on a aussi Brian Ouimet qui ne pouvait être là cette semaine, mais il sera là lors du prochain épisode. Et on a une nouvelle recrue cette année dans le bulletin F1, mais je vous dirai ça quand la personne sera présente. Mais en tout cas, je peux vous dire un indice, c'est une femme. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est une très, très bonne nouvelle parce qu'au moins, ça donne de la diversité dans notre équipe et la diversité des opinions aussi dans le bulletin F1. Alors, pour débuter en fait cette saison 2 du bulletin F1, voici les sujets au menu. Alors, nous allons commencer évidemment avec le retour sur les essais hivernaux qui ont eu lieu à Barcelone pendant 2 semaines. On va parler évidemment d'un système à 3 lettres devenu très populaire, DAS. On va parler de Mercedes, Rose, et je parle évidemment de Racing Point. On va revenir sur la fameuse polémique entourant le moteur Ferrari et l'accord entre la FIA et la Scuderia qui a eu lieu vendredi après la séance des essais. On va revenir sur un sujet très sérieux qui concerne la Formule 1 et l'épidémie de coronavirus. On va parler des droits de diffusion au Canada puisque RDS et TSN vont garder leurs droits pour la saison
de 2020 à 2024, ainsi que l'arrivée de F1 TV Pro. Et, spoiler alert, on va parler de Drive to Survive, la saison 2. Alors, je mets tout de suite l'avertissement. Dès qu'on se rendra à Drive to Survive, faites attention parce que on risque de probablement avoir des spoiler alerts si jamais on en parle et qu'on l'échappe. Alors, Marc-André, es-tu prêt pour cette saison 2? En pleine forme. En pleine forme, je le suis aussi. Alors, mesdames et messieurs, ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça. Alors, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs. C'est un départ. Maintenant que les vacances sont terminées, c'est l'heure de revenir sur les essais hivernaux qui ont eu lieu à l'avant-dernière semaine du mois de février et à la toute dernière semaine de février à Barcelone. Comme d'habitude, un circuit que tous les pilotes connaissent comme le fond de leur poche. Des essais qui ont eu lieu de 3h du matin à midi, heure du Québec, avec une pause évidemment de 7h à 8h. Alors, ce qu'on va faire, Marc-André, on va pas te donner les résultats parce que, évidemment, c'est pas quelque chose qui est important comme une saison régulière. Et puis d'ailleurs, vous pouvez lire les résumés des essais sur notre site Bulletin FE. On a fait un résumé des 8 jours d'essais. Mais ce qu'on va faire, on va aller faire un tour d'horizon, en fait, équipe par équipe. On va aller essayer d'être bref parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses en 8 jours. Es-tu prêt? Bien sûr. Excellent. Alors, on va commencer avec l'écurie championne en titre Mercedes qui a tout de suite, dès la première journée, impressionné avec un temps assez rapide. Mm-hmm. 1:15.732 réalisé par Valtteri Bottas lors de la 3e journée du bloc 1. Constamment rapide, à enchaîner les tours. On parle probablement de plus de 900 tours. Et malheureusement, ces essais ont été un peu ternis par des problèmes de moteur. Parce que lors de l'avant-dernière journée, Lewis Hamilton a eu des problèmes alors qu'il n'avait fait que, je pense, 14 tours en raison de problèmes anormaux reliés à l'huile. Puis Valtteri Bottas, lors de la semaine 1, a eu un problème électrique. Et ça, c'est en comptant évidemment les nombreux problèmes que l'écurie Williams, qui possède un moteur Mercedes, a eu. Mais sinon, Marc-André, Mercedes, comment as-tu trouvé leurs essais? Vraiment bien. Je pense que tu l'as bien résumé. Tu as bien résumé la situation. Ils sont arrivés rapides et ont montré aussi rapidement que leur moteur était encore l'un des meilleurs, sinon le meilleur de la compétition. Oui, les problèmes de fiabilité en inquiètent plus d'un. C'est toujours une question sur les lèvres de tout le monde. Est-ce que une écurie va être capable d'avoir un moteur fiable et rapide? Et cette année, ça n'en inquiète plus d'un du côté de Mercedes, mais ils affirment qu'ils auront réussi à récupérer le problème et à le régler avant la première course en Australie. Si jamais c'est pas le cas, ça va rendre cette saison 2020 encore plus intéressante parce que du côté de Red Bull et Ferrari, on semblait avoir un moteur assez fiable et pour l'instant, du moins, le Honda et le moteur Ferrari ont l'air d'être capables de tourner autour du circuit et de ne pas s'arrêter. Donc, j'ai hâte de voir là, à quel point ça va avoir un impact sur la saison complète. Mais pour l'instant, c'est sûr que les problèmes de moteur font peur un peu à tout le monde. Mais j'ai l'impression que Mercedes vont réussir à récupérer la situation. Malgré tout, je pense que Hamilton et Rosberg et Bottas auront tourné suffisamment pour bien comprendre leur nouvelle voiture. Oui, effectivement. Puis en plus, la W11, à part peut-être l'ajout de Bourgogne à cause du commanditaire Ineos,
qui est une compagnie de trucs chimiques en Grande-Bretagne. On dirait qu'il n'y a pas de grande différence comparée à la W10, pardon. Bon, il y a quelques modifications au niveau des pontons, Mhm. au niveau des ailerons aussi, la suspension évidemment. Et évidemment, ce fameux système dont Et j'en là là. parlais, oui, qui a fait tourner des têtes et qui a fait parler au cours de ses essais. J'en parlais en introduction qui s'appelle le DAS, qui veut dire Dual Axis Steering. Donc, c'est le système. Direction à axe double. Exactement. En fait, pour ceux qui ne l'ont pas vu, en fait, c'est que le pilote tout simplement pousser ou tirer le volant, oui, oui, pour, disons, changer l'angle des roues, en fait. Disons, pour créer un peu d'appui et pour, disons, refroidir les pneus. Parce que c'est vrai que l'année passée, Mercedes a de long talent d'Achille, ça a été l'usure des pneus. Donc, Mhm. pour cette année, surtout sur des circuits de longue ligne droite, comme justement Barcelone, dont la longue ligne droite de départ-arrivée, elle est très très longue. Chine aussi aurait été un bon test pour utiliser le DAS. Donc, évidemment, les écuries ont été surpris de voir que, Stupéfié même. même stupéfiés par ce système, en fait, que il y avait des questions à savoir est-ce que c'était légal. Pour Alors, ce qui oui, est de vas-y. 2020, oui. Pour ce qui est de 2020 aussi, oui. Donc, ça, c'est confirmé, c'est légal. Parce qu'ils en ont fait la demande auprès de la FIA pour savoir est-ce que ça l'était vraiment. Mais pour 2021, je pense que c'était au lendemain. Interdit. Exactement. C'est interdit pour 2021 parce qu'évidemment, la F1 va changer toutes ses règles, autant sportives que techniques et financières. Et surtout techniques avec une nouvelle génération de voitures. Donc, la FIA et la FOM ont décidé de tout simplement mettre, mettre le DAS sur la liste des bannis pour en ce qui est des innovations techniques pour 2021. Mais sinon, moi, j'ai été vraiment impressionné de voir la Mercedes Mhm. efficace quand même avec un système qui, on va se dire, c'est pas fait du jour au lendemain. Je pense que ça a pris quoi, un an et demi Un avec. an et demi. Exactement. Donc, Mhm. c'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. Ça a été quelque chose qui a été peaufiné à l'usine de Brackley. Alors, vraiment, chapeau à Mercedes. Puis, je sais que les gens n'aiment pas voir Mercedes, qui est déjà championne depuis 2014. J'avais hâte d'aller là, justement. Et justement, je pense qu'on est d'accord aussi, Marc-André, mais il y a des gens qui sont tannés de voir Mercedes dominer, mais ça sert à quoi d'être dans un sport si tu peux pas rester le meilleur? Et de plus, en fait, cette innovation-là vient prouver tout ce qu'on a avancé l'an dernier, alors qu'on faisait le bilan de la saison et des autres saisons, en se disant que oui, Mercedes gagne année après année, mais il y a une raison pour ça et le DAS vient tout simplement nous le prouver. Est-ce que ça va permettre à Mercedes de remporter là, et de déclasser toutes les autres écuries cette année? Les gens disent que non, donc maintenant, mais cette innovation-là vient de nulle part. Personne n'avait pensé à ça avant Mercedes. Et c'est pour ça que les meilleurs présentement sont Mercedes, puisque les ingénieurs font un travail absolument incroyable. Pourquoi Ferrari n'a pas sorti le DAS? C'est parce qu'ils n'y ont pas pensé. Et ça vient montrer que tu peux avoir beaucoup d'argent et l'utiliser comme tu peux avoir beaucoup d'argent et sans le mal l'utiliser de façon différente et moins qui marche moins. Donc ça vient pour vraiment prouver à quel point Mercedes est une écurie solide. Et j'ai hâte de voir l'impact en course que cette direction à axe double peut avoir. Mais pour l'instant, les gens, les experts dans F1 viennent dire que ça va peut-être pas avantager tant que ça Mercedes, mais ça pourrait
aussi avoir une influence et les autres équipes seraient en retard de 1 an et demi sur Mercedes. Ouais, clairement. Donc, encore là, comme on dit, les courses sont gagnées le dimanche. Donc, c'est à Exact. savoir si le DAS va vraiment fonctionner en tant que tel sur une saison de 21 Grands Prix. Et selon Vettel, le DAS serait, en comparaison, là, ce serait comme courir en gougoune. Wow. Wow. Donc, pour lui, de s'imaginer en train de tirer son volant, en pleine vitesse, ça revient à courir en gougoune plutôt qu'en basket, en soulier. Donc, pour lui, c'est un sentiment qui doit être vraiment bizarre. Wow. Non, je connais ce feeling. Courir en gougoune, là, c'est quelque chose. Mais faites attention de ne pas trébucher parce que vos pieds Oui. risquent d'être égratignés. Expérience personnelle, pas professionnelle. Parlant de Ferrari, justement, on va parler de l'écurie qui a terminé deuxième. Ferrari, ça a été, comparé à l'année dernière, un peu plus difficile. Mais Ok, oui. il faut comprendre que l'équipe italienne a décidé d'être plus conservateur, de changer leur approche. Parce que l'année passée, déjà au cours des essais, ils avaient les meilleurs chronos dès la première journée, en plus d'accumuler le plus grand nombre de tours possible. Mais la voiture manquait de fiabilité, puis on l'a vu lors du premier Grand Prix de la saison, ils ont fini à 1 minute du vainqueur, qui était Valtteri Bottas. Get in there, Valtteri. Donc, là, cette année, ils ont décidé d'être un peu plus conservateurs, d'aller plus comprendre la voiture plutôt que d'aller chercher une gloire temporaire. Alors, oui, je pense qu'il reste encore beaucoup de doutes concernant la performance de Ferrari. On ne les a pas tellement vus sur un tour rapide. À part peut-être l'avant-dernière journée où Charles Leclerc a réalisé le meilleur chrono de la journée. Mais à part ça, ça n'indique rien. Parce que certains pensent même que Ferrari a perdu énormément de terrain. Qu'est-ce que tu en penses, Marc-André? On est dans le nez, hein. Je pense que à quoi servent les essais hivernaux, c'est vraiment pour nous mélanger complètement avant le premier Grand Prix en Australie. Et je pense que cette année, les essais ont bien fait leur travail. Est-ce que Ferrari cache son jeu, ont mal performé pour que les attentes soient très peu élevées et arriver en Australie en force? Alors que l'an dernier, vraiment, ils avaient utilisé la stratégie inverse. Ferrari avait débuté la course durant les essais en héros et continuait à marteler que Ferrari était la meilleure voiture, la plus rapide, et ils ont mangé quand même un mur solide en Australie. Donc vraiment, c'est la question se pose, est-ce qu'ils cachent leur jeu ou bien vraiment leur voiture est en retard de développement et est en retard sur les grands de ce monde, Mercedes, et même je mettrais Red Bull, qu'on va en parler un petit peu plus tard. Mais ça peut être inquiétant, comme ça peut vraiment être comme ça peut être vraiment temporaire et ils vont réussir à remonter. J'ai hâte de voir. Je pense que ce que les gens ont aimé de la Scuderia, c'est sa stabilité en virage, alors que l'an dernier, on pouvait l'avoir déroger un peu de la course. Et cette année, on dirait qu'elle tient bien en place. Donc, pour ça, ça peut être une amélioration. Mais je pense que c'est vraiment en Australie qu'on va pouvoir avoir la vérité sur tout ça. Mais si jamais les résultats de Ferrari se confirment durant la saison et que c'est vraiment cette version-là de la Ferrari que nous allons avoir toute la saison, je pense qu'il y a plusieurs fans de la Scuderia qui vont être très déçus. Mais on va voir. Oui, effectivement, tu parlais beaucoup de virages lents parce que le but, en fait, de la SF1000, le châssis 2020, c'était de produire un peu plus de trucs aérodynamiques, en fait, parce que l'année dernière, comme tu l'as dit, c'était le talon d'Achille de la Scuderia. Ils étaient vraiment rapides sur les lignes droites, mais en arrachaient énormément dans les virages lents. Puis, ça s'est vu quand même quand
Charles Leclerc a réalisé ses temps. Dans les secteurs lents, par exemple, je pense entre autres au dernier secteur du circuit de Barcelone parce que tu as la chicane, mais tu as aussi des virages lents après le deuxième secteur. Ben, Leclerc a vraiment amélioré les chronos comparé à l'année dernière. Donc, il y a raison de croire que peut-être ce qu'ils ont fait comparé à l'année dernière, c'est mission accomplie. Mais par contre, ils ont dû sacrifier de la Mhm. vitesse de pointe. Donc, on ne sait pas si la vitesse de pointe excellente qu'elles avaient l'année dernière va rester au même, la meilleure ou voire même être au même niveau que la Mercedes. C'est pour ça que Mattia Binotto, le directeur principal de Ferrari, veut vraiment jouer safe, en fait, je pense. Mais de ce Ouais. qu'on a vu, là, moi, je pense que ils ont tellement sacrifié que même là, Ferrari, comme c'est Ferrari, même le sacrifice n'a peut-être pas fonctionné. Oui, donc ça va être justement ça va être intéressant de voir est-ce que le sacrifice de vouloir que l'aérodynamisme soit beaucoup plus efficace a fait en sorte que durant leur simulation et tout, ils ont mis de côté un peu le moteur pour se concentrer sur l'aérodynamisme. J'ai hâte de voir durant la saison parce que s'il fallait vraiment que la Ferrari soit sans dire une perte totale, mais une une voiture pas capable de suivre Mercedes durant toute la saison, ça pourrait faire mal. Et même si jamais la Ferrari n'est pas solide à partir de la première course et que la saison ne va pas comme ils veulent, ils pourraient même être portés à se concentrer davantage sur la voiture 2021 que sur la voiture 2020. Donc vraiment, je pense que le début de saison va être très, très important pour Ferrari, autant pour le reste de la saison que pour la façon dont ils vont gérer 2021. Ah oui, et ça là, ça va être très intéressant de voir parce que moi je pense que Ferrari préfère avoir des essais difficiles et peut-être surprendre tout le monde lors du Grand Prix d'Australie plutôt que d'arriver là en grand favori et encore une fois de finir très loin de la compétition puis de se faire dépasser par un moteur Honda dont tout le monde faisait du bashing au cours de la deuxième moitié de la décennie 2010. Mm-hmm. Donc, on est encore dans le néant, mais j'ai très hâte de voir là, le Grand Prix d'Australie va nous en dire beaucoup sur le reste de la saison. Et aussi, j'ai hâte de voir les commentaires de Vettel et Leclerc. Pour l'instant, ils sont assez silencieux. On a vu un petit peu de commentaires de Binotto qui affirme lui-même que Ferrari est en retard. Donc, maintenant, est-ce qu'il dit vrai, est-ce qu'il dit pas vrai? Mais il y a très peu de commentaires du côté de Leclerc et Vettel. Et il y en a qui pensent même que c'est du sandbagging, un mot Mm-hmm. qui a été souvent utilisé par le personnel de la F1 l'année dernière et par les fans aussi pour décrire les performances de Mercedes lors des essais de l'année dernière. Donc, on ne sait pas, les essais hivernaux, ben, c'est souvent aventure vers l'inconnu. Exactement. Très bien résumé. Oh, et vers l'inconnu, ben, écoute, on va aller chez Red Bull parce que on sait pas si ça va être la deuxième ou la troisième meilleure équipe. Parce que Red Bull, ma foi, dès la première journée des essais, là, le 19 février, elle a montré ses dents. Vraiment. Mhm. Très, très fiable. Malgré des problèmes de suspension, des petits problèmes à gauche, à droite, c'était des problèmes mineurs, on va dire. Mais la Red Bull a été vraiment rapide, a fait de très bons relais sur les pneus tendres. Entre autres, Verstappen sur la C4, c'est ça, sur la C4, parce que j'ai regardé les notes aussi. Sur la C4, il était soit plus rapide ou bien dans les mêmes temps que la Mercedes de Bottas. Donc, je pense que la Red Bull a un très bon potentiel pour les débuts de la saison. Oh que oui. Maintenant, c'est le début de saison qui va nous le confirmer ou nous l'infirmer. Mais Red Bull était déjà, comment on pourrait dire ça, en avance du côté de l'aérodynamisme au cours des dernières années sur toutes les voitures. Et ce que les gens
chez Red Bull attendaient, c'est un moteur qui pouvait les pousser à être meilleurs, ce que Renault n'a pas réussi à faire durant leur entente. Et ce que Honda présentement est en train de donner à Red Bull, c'est une force de moteur qui est beaucoup plus importante, selon les dires de tout le monde chez Red Bull. Et puis, ce qui est encourageant pour Red Bull, ce sont les commentaires de Verstappen. On le connaît très critique. On l'a connu très critique lors de ce moment avec Renault. Mais là, il est en train de lancer des fleurs à Honda. Et ce n'est pas un pilote qui a sa langue dans sa poche. Donc, lorsqu'il affirme quelque chose, c'est qu'il y pense vraiment. Et pour l'instant, il n'y a que du bon qui ressort de la bouche de Verstappen pour ce qui est de Honda. Et moi, je pense que Honda, s'ils réussissent à aller chercher là, peut-être 3 dixièmes sur Mercedes de retard sur cette voiture, je pense que Verstappen est capable de se battre pour le championnat. Et j'ai hâte de voir si Honda a réussi, parce que Red Bull est peut-être l'écurie qui a le plus caché son jeu. Ouais. J'ai l'impression que tu vas peut-être être d'accord avec moi. Donc, ils n'ont pas couru avec les pneus les plus tendres avant la dernière journée. Et c'est vraiment là qu'ils ont éclaté leur jeu. Mais à part de ça, ils ont été très conservateurs. Souvent, Verstappen faisait un très bon temps et à la fin ralentissait. Seul petit point qui est un petit peu plus inquiétant chez Red Bull, c'est la stabilité de la voiture. Oui. Donc, je me souviens là, dans les peut-être 2016, 2017, là, c'était un problème chez Red Bull lorsque on était dans la monoplace et qu'on regardait un Grand Prix, on la voyait bouger énormément. Et cette année, c'est un petit peu la même chose qu'on retrouve. Oui. Donc, c'est peut-être la chose la plus inquiétante qu'on a vue chez Red Bull, c'est l'instabilité, ce qui a causé des têtes à queue chez Red Bull avec Verstappen et Albon qui ont fini à plusieurs reprises dans tête à queue. Par chance, là, Verstappen et Albon ont réussi à reprendre la voiture sans dégâts. Mais c'est peut-être la chose qui est le plus inquiétante. J'ai hâte de voir si ça va se confirmer durant la saison. Oui, et aussi, tu parlais du moteur Honda. Oui, la voiture, le moteur a été assez fiable. Par contre, il y a un des moteurs qui a dû être changé par mesure préventive lors de la semaine 1, mais on dit que c'est peut-être pas si grave. Si grave que ça. Donc, peut-être que Honda va pouvoir permettre à Red Bull de leur offrir un moteur qui va être capable de compétitionner pour le titre ou bien même dépasser Ferrari pour l'ensemble de la saison, en fait. Donc, moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que le RB16 va donner. Un nouveau système de conduite avec un nouveau type de volant. Et en plus, le nez aussi qui a changé comparé à l'année dernière aussi. Le bout du nez, en fait, qui a changé. Donc, vraiment, la Red Bull continue de nous impressionner, mais est-ce que ça va être un pas de plus vers un duel contre Mercedes? Ça reste à voir. Eh oui. Et ce qui a été aussi très, très bénéfique, je pense, durant la fin de semaine, ce sont les performances de Alex Albon. On se souviendra que lors de la dernière saison, Pierre Gasly avait connu beaucoup de difficultés en essais hivernaux, alors que Alex Albon, cette année, a été quand même assez parfait, sauf une fois, si je m'abuse, il a fini sa course dans le mur, mais autre que ça, je pense qu'il a été très bon et ce n'est que positif pour Red Bull pour la saison qui est à venir. Oh oui, donc moi j'ai hâte de voir les trois premiers en fait du classement pour voir quel sera l'ordre. Donc on en reparlera après de notre prédiction pour le premier Grand Prix de la saison en termes d'écurie. J'ai hâte. On va parler maintenant du milieu de peloton. Je vous rappelle qu'on le fait selon l'ordre du championnat. On va parler de McLaren parce que ça s'est très bien passé pour l'écurie de Woking avec Andreas Seidel, leur directeur sportif, qui fait
qui dispute ses premiers essais hivernaux avec l'écurie. Lui qui a été à la charge de l'équipe depuis le mois de mai l'année passée. Personnellement, je vois il y a des signes de progrès. Il y a eu des signes de progrès, mais je sais pas à quel point c'est suffisant pour leur garder leur quatrième place parce que je pense qu'il y a une écurie en particulier qui risque d'être une énorme pro. Voyons, j'allais dire une proie, mais qu'elle allait être un danger, c'est ça, un danger Mhm. pour McLaren. Donc, Oui, moi, je sais pas. Je sais pas, McLaren, je sens que ça va mieux. La Mec 35 est très bonne, mais je sais pas. Est-ce que c'est une voiture qui a le potentiel pour garder sa quatrième place? Parce qu'elle a été très fiable. Très, très fiable, même. l'une des plus fiables même avec le moteur Renault l'an dernier qui a eu quelques problèmes là, durant la fin de la saison surtout. Mais en tout cas, cette année, le moteur a l'air très fiable, justement. On pu cumuler beaucoup de tours durant ces 2 semaines. Et puis, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est de voir, je trouve que Lando Norris, euh, du moins, pour ce qu'on en a vu des 2 semaines, il a l'air vraiment d'être confiant avec sa voiture, ce qui n'était pas toujours le cas l'an dernier. Et puis cette année, en tout cas pour les essais, il avait l'air très très confiant. Et puis d'après McLaren, ce sont leurs meilleurs essais hivernaux depuis un certain temps. Donc, Mhm. ce qui est quand même vraiment encourageant pour ce qui est de comment ils ressentent là, leur essai pré-saison. Il, euh, il, il affirmait que la deuxième semaine du test avait été vraiment productive pour eux et que avec les nombreux tours parcourus, donc ça prouve qu'ils ont misé peut-être sur la première semaine peut-être plus conservatrice et qu'ils ont vraiment travaillé sur des améliorations durant la deuxième semaine, ce qui a été encourageant. Et puis, je pense que ça a bien été du côté de McLaren. J'ai hâte de voir comment ça va se propager pour la course justement en Australie. Mais je pense qu'ils vont réussir avec cette voiture-là à rester en première position. On n'attendait pas du tout McLaren en quatrième position l'an dernier. Et puis j'ai l'impression qu'ils vont avoir fait assez, en tout cas suffisamment d'efforts pour garder la voiture en quatrième place. Mais tout ça va se confirmer lors de la saison. Oui, effectivement. Puis, moi, je pense que McLaren a vraiment fait comme j'ai dit, McLaren a fait des améliorations, mais à quel point Mhm. ça va être suffisant pour revenir parmi le top 4. Tu sais, tu sais, le temps de Sainz qui a amélioré vendredi lors du bloc 2. Tu sais, ça semble être legit, comme quoi McLaren a fait des améliorations, Uh-huh. mais pas tant. Donc, moi, j'ai hâte de voir les 3 premiers Grands Prix pour voir, avant l'arrivée de la F1, vraiment en Espagne. Parce que je vais pas compter Zandvoort parce que techniquement, c'est un circuit que personne ne connaît, encore moins Ouais, pour le Vietnam, là. Mais, enfin, si ça a lieu, là. si ça arrive. On va en Mais reparler. on en reparlera de Vietnam, mais moi j'attends vraiment. Si c'est le cas, là, moi j'attends pour voir Espagne, pour voir à quel point la McLaren a évolué, comparé à Mhm. l'année dernière. Ouais, je suis d'accord. On va passer maintenant à Renault. Euh, Renault avec une voiture noire, très très belle d'ailleurs, Oui. mais une voiture qui a vraiment changé drastiquement comparé à celle qu'on a vue lors des 2 dernières années. Je pense que Renault a vraiment mis beaucoup plus d'efforts pour cette année parce que je sais qu'ils se concentrent vraiment sur 2021. Ils disent que c'est vraiment leur année pour revenir au sommet, pour se battre pour des podiums. Et je trouve que la Renault, malgré les problèmes qu'ils ont eus avec Daniel Ricciardo et Esteban Ocon, ben, évidemment, sur un terme plutôt mécanique et tout, je pense que Renault a vraiment eu une belle amélioration cette année. Cependant, je pense pas que ce serait suffisant pour une bataille dans le top 4. Ouais.
Je pense que tu as totalement raison. Je pense aussi que Renault pouvait difficilement faire pire que l'an dernier. Si tel est le cas, il va avoir un changement probablement de garde là, chez Renault si jamais ils connaissent une deuxième saison aussi terrible qu'ils l'ont connue l'an dernier. Mais ouais, je pense que les résultats ont quand même été satisfaisants du côté de chez Red Bull chez Renault, pardon. Et Daniel Ricciardo a jugé vraiment que il avait pu tirer le maximum de cette voiture-là au sens de la performance durant les dernières journées d'essai. Et puis, il a roulé en tête là, avec des chronos de 1:16 à la mi-journée de la dernière journée. Donc, ça prouve rien vu que ce sont les essais hivernaux, mais ça prouve que Renault a tout de même un certain potentiel. Et ça va se confirmer justement, comme tu l'as dit, peut-être plus vers, pour cette voiture-là aussi, vers l'Espagne. Là. Mais on s'attend à une meilleure saison chez Renault. Et j'ai hâte de voir comment cette écurie-là va gérer justement l'arrivée de tous les changements en 2021. On sait que c'est une écurie qui, oui, met de l'argent, mais un petit peu moins que Mercedes, Red Bull et Ferrari. Donc, ça va être intéressant de voir comment ils vont gérer la saison entière en construisant 2 voitures. Et ça aussi, durant toute la saison, ça va avoir un impact sur les résultats de la saison complète pour toutes les écuries. Oui, et on a souvent parlé du moteur Renault, surtout l'année dernière où, durant les essais, ça a été très difficile. Maintenant, on a vu que la Renault, en fait, le moteur Renault, devrais-je dire, n'a eu aucun problème de groupe propulseur, ce qui est quand même bien. Donc, on voit qu'il y a eu un gros travail concernant cela. Oui, si jamais le moteur Renault peut réussir à avoir de la fiabilité, ça pourrait devenir très dangereux parce que on se souviendra là, avec Red Bull, le problème pour tous les problèmes de Red Bull et ce qui faisait en sorte que Red Bull n'était pas capable d'aller chercher Ferrari et Mercedes, c'était justement cette fiabilité, alors que Ricciardo et Verstappen, il y a quelques années, ça arrêtait 8-9 fois dans une saison par bris de moteur. Et on a vu une amélioration année après année. Et cette année, on espère que c'est la bonne pour ce qui est de la fiabilité en général de la voiture. Et justement, de tourner autant en essais hivernaux, de ne pas connaître de problème, ça peut être quand même une bonne indication de ce que le moteur Renault va pouvoir offrir durant la saison. Exact. On va passer tout de suite à AlphaTauri. AlphaTauri, anciennement Toro Rosso. Donc, ça, il ne faudra plus faire l'erreur de les appeler Toro Rosso. Très belle voiture. Très belle voiture, très belle couleur en plus. Moi, par contre, je ne trouve pas que c'est la meilleure voiture en termes de couleur. Mm-hmm. Personnellement, c'est Williams. Mais sinon, en termes de performance... ok, là, désolé, j'ai eu un genre de... Marc-André? On est de retour à la balado-diffusion et ça tombe bien, hein. En fait, je suis sarcastique parce que au moment où on devait parler de AlphaTauri, j'ai eu une panne de courant. Donc, grâce à mon forfait chez Fizz, et ceci n'est pas un placement de produit, comme il me reste des données, donc comme il me reste encore des données, j'ai pu en faire un Wi-Fi de rechange. Donc, on peut continuer la balado-diffusion sans problème. En attendant que la panne revienne. Donc, justement! Wow! Et la lumière fut. Wow! Et voilà! Écoute, quand même, c'est... Écoute, quel premier épisode. Wow! Bon, on va revenir à AlphaTauri. Wow. Ok. Bip. AlphaTauri qui a connu quelques
quelques petits signes d'amélioration. Qui a pas eu de tant de problèmes côté mécanique. Je sais qu'il y a eu des réparations qui ont été faites au niveau de la suspension, comme chez Red Bull, je pense dans une des journées. Mais je pense que la Alpha Tauri, pour moi, va rester stagnante. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense que tu as raison. Je pense qu'AlphaTauri en tout cas, lorsqu'ils ont annoncé leur monoplace, lorsqu'ils ont dévoilé leur monoplace, l'optimiste y était. Et avec raison. Je pense que ils ont avancé un petit peu, mais pas assez pour se battre encore pour cette fameuse 4e place. Mais tout de même, ce qui est vraiment encourageant chez AlphaTauri, c'est la performance que le moteur Honda leur offre. Le moteur est vraiment très bon et en plus d'offrir de la fiabilité, ils vont pouvoir utiliser ce moteur-là durant toute la saison et vraiment être efficace. Maintenant, nouveau logo, nouvelle couleur. Ça va être intéressant de voir durant toute la saison comment Pierre Gasly va pouvoir utiliser cette monoplace qui, lui, voulait vraiment utiliser la fin de sa saison dernière. Donc, après s'être fait remplacé, on pourrait dire ça, par Red Bull et faire envoyer chez Toro Rosso. Il voulait vraiment utiliser sa fin de saison là avec un bon podium avec Toro Rosso pour amener ça avec AlphaTauri. Et je pense qu'il va pouvoir, avec cette voiture-là, obtenir de bons résultats, ce qu'il va pouvoir... il vise encore le podium. Ouais. Est-ce que ça va être possible? Je pense. Il faudrait une course folle et une course sur bizarre, folle, exact. Mais dans une course folle, avec la fiabilité qu'Honda a l'air d'offrir, je pense que ça va être possible. Donc, ce que AlphaTauri peut se dire, c'est mission accomplie dans une course folle. On va pouvoir tenir le coup et peut-être réussir à avoir un podium. Oh oui. Et pour finir avec AlphaTauri, je trouve très intéressant d'entendre Carlos Sainz dire que c'est une des deux équipes du milieu de peloton qu'il craint le plus pour 2020. Oui. Et avec raison. Avec raison, oui, parce qu'on ne sait jamais. Et peut-être qu'ils cachent aussi leurs chiffres comme ils peuvent ne pas le cacher. Donc, on est toujours dans le néant, mais j'ai vraiment hâte de voir. Je pense que c'est l'une des écuries, du moins que je vais surveiller, avec Alfa Romeo, qui vont vraiment m'intéresser énormément durant la saison. Et Marc-André, tu sais quelle est la deuxième équipe que Carlos Sainz craint le plus en 2020? Non. Tu sais pas? Non. Et si je te disais... Je laisse me l'annoncer. Si je te disais que la voiture était rose, il y a une feuille d'érable sur le halo oui. et qu'il n'y a plus de sport pesant parce que c'est un commanditaire d'Everton et que j'aime pas Everton. Vive Liverpool. Bon, ok, là je m'égare à cause de la Premier League. Bon, bref, et que Liverpool a perdu. Bref, tout ça pour dire que l'autre équipe qui a... que Sainz craint le plus, c'est Racing Point et avec raison. Racing Point. Parce que... Eh oui. Quelle saison, quels essais on peut dire. Parce que c'est un changement de voiture complètement. Et on pourrait même dire de châssis parce que on la surnomme la Mercedes Rose. Parce que quand on regarde des photos, par exemple, j'ai une photo devant moi de la Racing Point. On voit que le nez ressemble étrangement à celle de la Mercedes de l'année passée. Les pontons ainsi que les ailerons. Bon, ça ressemble à peu près à la W10 de la Mercedes, pardon. Mais sinon, Racing Point a été très très rapide, très très fiable quand même. Vraiment impressionné par le niveau de performance de la voiture rose. Donc, et moi j'ai hâte de voir le duo Perez-Stroll parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que Racing Point a été celle qui a réussi à, disons, réduire l'écart entre le top 3 puis le milieu du peloton. Et il y en a qui disent que ce serait peut-être pas surprenant de voir Sergio Perez sur le podium à 1
ou à 2 reprises en 2020. Mais tu vois, l'an dernier, je me souviens qu'on parlait justement de Racing Point et on se disait, avec de nouveaux investissements, on dirait que cette écurie-là a de la difficulté à gérer le gros montant d'argent que Lawrence Stroll a amené. Et j'ai l'impression que c'est chose du passé puisque cette année, on voit vraiment que Racing Point a amélioré sa voiture et profite maintenant de cet investissement pour rendre la voiture meilleure. Et c'est exactement ce que nous avons cette année. Bon, est-ce que la voiture est, comme l'on dit, une Mercedes rose et qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux? Maintenant, l'important, c'est que la voiture va être sur un circuit et va montrer ce qu'elle a dans le ventre. Donc, maintenant, c'est certain que les ressemblances sont troublantes. Mais bon, à partir de ce moment-là, je pense que Racing Point, Lance Stroll et Perez pourront profiter vraiment d'une excellente voiture. Ils vont avoir vraiment de la qualité entre les mains. Et je serais pas surpris de voir Racing Point sur le podium, puisque avec le nombre d'employés qu'il avait avant l'investissement de Lawrence Stroll, cette écurie-là faisait des miracles. Donc, on peinait à comprendre pourquoi, avec autant d'argent, ils ne réussissaient pas à le faire. Et je serais pas surpris de les voir en 4e position. Et puis, mais je pense pas. Je pense que les années les plus difficiles sont passées et les essais l'ont prouvé. Oh oui, clairement, parce que en même temps, on a vu dès la première journée, Racing Point est arrivé une 17-3 tout de suite, mais il y a eu quelques améliorations. Et ensuite, ils ont amélioré leur temps au cours des essais, mais ils n'ont pas poussé. Ils n'ont pas trop poussé parce que je pense pas que c'est ce qu'ils voulaient. Parce que, évidemment, ce sont les essais. Ils veulent pas pousser au max parce que si jamais il y a quoi que ce soit, ils risquent d'être. Ils risquent les autres équipes vont découvrir leur jeu. Donc, on sait jamais, hein, parce que qui sait, peut-être que la Racing Point, elle est très rapide, elle est très fiable, mais arriver en Australie, ça risque d'être autre chose. De toute façon, je suis pas surpris. Leur rythme en course est excellent. Ils ont 2 pilotes qui en termes de racecraft, je m'excuse, de rythme de course, sont assez bons. Mais ils ont besoin d'être réguliers, parce que la 4e place, c'est pas quelque chose qui est donné, en tout cas. Non, surtout pas en ce moment. Lors des années 2017 et 2016 et 2017, je pense que Racing Point avait profité de quelques largesses du côté des autres écuries. Mais cette année, la course va être féroce, si on peut dire ça comme ça. Et puis, ça va être justement assez intéressant de voir comment ils vont gérer cette saison-là. Et je pense que Lance Stroll va connaître la saison de sa carrière, du moins pour l'instant, avec cette voiture-là qui me semble assez rapide et qui va pouvoir lui offrir là, ce qu'il n'y avait pas l'an dernier, donc de la constance. Là. Exactement, puis de la constance et surtout des bons temps de qualification. C'est ça le plus important. Oui. C'est ça. Et je pense que ça a été positif du côté Stroll a eu des bons temps. Oui. C'est des essais hivernaux, bien sûr, ça ne veut rien dire, mais j'ai hâte de voir du moins les premières qualifications, comment il va gérer ça. J'ai l'impression qu'il est meilleur encore que l'an dernier. Oh oui, je pense aussi. Donc, c'est à voir dès Australie. Passons maintenant à Alfa Romeo, avec un commanditaire polonais, parce que Robert Kubica a roulé 2 fois. Il est maintenant le 3e pilote de l'équipe Alfa Romeo, anciennement Sauber. Alfa Romeo a réalisé 2 fois le meilleur temps de la journée, mais ça, c'était avec un niveau d'essence faible et des pneus C5, donc les pneus les plus tendres, en plus d'avoir une vitesse de pointe assez excellente, autour de 320 km/h, avec évidemment le DRS.
Par contre, dans tout le reste, ça reste très nébuleux, je trouve. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce mot-là. On ne sait vraiment pas à quoi s'attendre de cette voiture qui, euh, pour ma part, m'avait vraiment surpris l'an dernier. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bonne et qu'elle puisse offrir d'aussi bonnes performances. Et présentement, on est vraiment dans le néant. Est-ce que cette voiture-là a le potentiel d'atteindre celle de l'an dernier? Est-ce qu'elle est moins bonne? Ou tout simplement, elle a préféré la position stagnante, là, elle n'a pas réussi à s'améliorer. C'est très nébuleux comme tu l'as mentionné. Et j'espère qu'elle s'est améliorée un peu tout simplement pour offrir à Giovinazzi une meilleure voiture. Donc il a vraiment eu de bons résultats l'an dernier et il semblait vraiment sur une lancée et de profiter d'une voiture meilleure que la saison avant. Pour lui, ça pourrait vraiment être chose vraiment intéressante pour lui. Mais ce qui va être à surveiller du côté de Alfa Romeo, c'est la stabilité de la voiture. J'ai aussi trouvé qu'elle était instable par moment, qui m'inquiète un peu pour Alfa Romeo, mais j'ai hâte de voir si ça va se confirmer durant la saison. Ouais, parce que il faut préciser aussi, Antonio Giovinazzi, justement, a fait un tête-à-queue, a endommagé le nouvel aileron arrière que l'écurie avait installé. Donc, ils n'ont pas pu obtenir les données espérées. Donc, c'est ça qui va les amputer un peu. C'est parce que, imaginons si ce nouvel aileron était assez suffisant pour leur faire gagner quelques dixièmes. C'est très important dans la course au milieu de terrain, au milieu de peloton. Et heureusement, ce qui est impressionnant, c'est que le moteur Ferrari fonctionne dans cette voiture. Oui. Et en plus, elle est très fiable. Donc, à part la fois où Raikkonen a dû s'arrêter, mais c'est parce que c'était volontaire, il a manqué d'essence. C'est tout. Mais sinon, à part ça, Alfa Romeo a été très, très fiable. Oui, effectivement. Et on passe d'un moteur Ferrari à un autre. On va parler de la Ferrari américaine, la Haas, la VF20. Haas, je pense que là aussi, il y a une amélioration, mais pas au niveau où on voudrait qu'elle soit après la saison 2019. Horrible. J'ai vu quand même... ils ont fait le moins grand nombre de tours au cours des essais, surtout parce que il y a eu des têtes à queue et quelques accidents. À noter d'abord Romain Grosjean qui a endommagé l'aileron arrière et Kevin Magnussen qui malheureusement lui a connu une crevaison, ce qui a ruiné le restant de sa journée. Donc ils ont même pas réussi en plus à faire un temps en dessous des 1 minute 17. Donc, pour moi, même si ils étaient rapides en qualification l'année dernière, en termes de rythme, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur pour l'équipe américaine. Oui, et la saison 2019 va être très difficile à battre pour ce qui est de question de mauvaise performance d'une voiture, mais c'est vrai que c'est inquiétant un peu. J'ai l'impression que ils ont tout de même réussi à trouver qu'est-ce qui ne marchait pas avec la voiture l'an dernier. Je vous rappelle que durant toute la saison, Haas était dans l'inconnu, donc ne savait pas quel était réellement le problème de la voiture, de l'inconstance là, du côté de Haas, avec des courses où tout allait bien et la fin de semaine après, les freins ne marchaient pas, le moteur ne marchait pas. Donc, si au moins Haas peut réussir à trouver de la constance durant la saison, et c'est ce qu'ils ont un peu réussi à faire malgré les petits problèmes que tu as notés avec la crevaison et le problème de moteur, mais tout de même, je pense que ça va être une voiture qui va être intéressante, mais elle va devoir en faire plus pour se mettre de l'avant. Gene Haas a aussi mentionné que c'était l'année qui passait où ça cassait. Donc, il y a de la pression chez Haas et
j'ai hâte de voir comment cette écurie-là va gérer cette dite pression durant la saison. Mais présentement, je pense, du moins, Haas n'est pas au sommet de de la performance qu'ils peuvent donner. Mais ça va être intéressant de suivre ça aussi. En même temps, je dois dire quand même que au moins, ils ont compris, et j'espère qu'ils ont compris leurs erreurs parce que ça s'est vu aussi pendant les essais, au moins. Comme Ferrari, ils ont changé leur approche. Donc, peut-être que ce qu'on dit, ça peut être de la marde, excusez-moi le terme, ça peut être de la marde, comme ça peut être vrai, parce qu'on ne sait pas avec Haas, ça aussi c'est une inconnue, mais en général, je pense pas qu'il va y avoir des améliorations. Peut-être qu'on va voir au fur et à mesure que la saison va avancer, qu'il va y avoir vraiment de bonnes améliorations, contrairement à l'année dernière. Donc, As, pour l'instant, me laisse de glace. Donc, c'est pour ça que moi, je les mets quand même bas sur ma liste. Ouais, moi aussi. Et puis, ce qui est encourageant, si on peut trouver des points qui sont encourageants pour Haas, ce sont les commentaires de Grosjean qui affirmaient que justement sa nouvelle voiture se comportait bien et que il y avait un pas dans la bonne direction. Maintenant, tu vas me dire que toutes les écuries se disent ça pendant les essais, mais on voyait un Grosjean et une écurie en Haas qui était extrêmement négative sur la voiture 2019. Et vraiment, leur objectif, c'est de retrouver le succès qu'ils avaient eu en 2018. Et j'ai l'impression que, justement, comme Grosjean dit, il y a un pas vers la bonne direction, même si il n'est pas totalement achevé. Ça va peut-être être le cas en 2021. Mais ils s'attendent à avoir quelques évolutions durant l'année. Et on espère que ça marche cette fois-ci parce qu'on se souviendra que durant la saison 2019, Haas avait dû retourner à leur voiture initiale pour ce qui est de la voiture qu'ils mettent en piste, puisque les nouvelles améliorations durant l'année ne fonctionnaient tout simplement pas. Donc, je pense qu'il va être important pour Haas, c'est de justement trouver une constance et de régler les petits problèmes qui vont arriver durant la saison rapidement. Oui, effectivement. Et pour terminer, devinez qui avait trouvé la source du problème l'année dernière? Un certain Romain Grosjean que beaucoup de gens voulaient le mettre dehors. Disons aussi Gunther Steiner aussi. Mais ça, on en reparlera dans la deuxième partie de la balado-diffusion. Discussion qui va être très intéressante. Oh oui. Et pour terminer, on va parler de Williams. Enfin, on a des bonnes choses à dire sur Williams. Par contre, nous, on pense qu'elle va rester dernière. Ça là, c'est sûr. C'est sûr, mais au moins, on a de bonnes choses à dire parce que, premièrement, Williams est arrivé aux essais à temps et la première voiture, en étant la première voiture à sortir le 19 février. Ça, c'était quelque chose pour Claire Williams de symbolique pour dire on a fait du progrès et ça, c'est bien vrai. Ils ont coupé leur retard comparé au reste du peloton. Mais avec Nicolas Latifi et George Russell, ils ont connu encore des ennuis. Et là, cette fois-ci, c'est au niveau du moteur Mercedes. Il y a eu des problèmes à gauche et à droite. Mais, par contre, je pense qu'au moins en 2020, on va pouvoir voir Williams aux couleurs de Aquafresh, la pâte dentifrice, se rendre... au moins se battre pour des positions autres que la dernière place. Je sais pas ce que tu en penses, Marc-André. Ouais, je pense que cette année, Williams ont réussi à construire une voiture qui va donner quelques munitions surtout, je parle de Russell, vu que Latifi, c'est une première saison, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre de lui. Mm-hmm. Mais du moins, je pense que vraiment Williams va avoir réussi à donner des munitions à George Russell, qui l'an dernier vraiment essayait d'avoir de bons résultats. Quelquefois s'approchait des autres écuries, mais n'y parvenait pas là avec la voiture qu'il avait entre les mains. Et c'est vrai que
durant toutes les 2 semaines, nous avons vu vraiment des choses qui sont encourageantes pour le reste de la saison. Et George Russell mentionnait justement que certains changements sur la voiture avaient vraiment été positifs sur l'approche dont il avait sur la saison et qu'il était vraiment satisfait de la voiture qu'il avait entre les mains. C'est sûr que lui-même l'a dit, là, probablement qu'ils vont rester derniers, mais ils peuvent vraiment construire sur quelque chose, alors que l'an dernier, il y avait complètement rien. La voiture ne me roulait pas à la taille de la F1 d'aujourd'hui. Et c'est aussi une saison qui, pour moi, allait être capitale pour Williams pour réussir à avoir de bons résultats. Et même pour Claire Williams qui a pris les rênes de cette écurie il y a quelques années, de enfin réussir à avoir du positif sur cette voiture-là. Ça allait être très important. Oh oui. Donc, j'ai hâte de voir Williams. C'est sûr que l'écurie va rester au fond, mais au moins, ils sont moins au fond qu'en 2019. Ça, c'est sûr. Oui, exactement. Et puis, ça va être intéressant aussi de voir un peu comment la voiture va se tenir. Est-ce qu'elle va être fiable aussi avec les nombreux problèmes que nous avons vus de fiabilité de Mercedes? Si jamais Mercedes ne réussit pas à trouver le problème et que durant la saison, quelques petits problèmes surviennent, ça pourrait faire encore plus mal à Williams. Donc, de profiter d'une certaine amélioration du côté de l'aérodynamiste et tout ça, ça peut être très utile pour eux. Oh oui. Maintenant qu'on a fait le tour des 10 écuries, c'est l'heure maintenant de faire nos prédictions pour l'ordre, le fameux ordre que plusieurs personnes aiment faire et qui ne veulent pas trop se mouiller. Mais nous, on va le faire au bulletin F1. On va le faire. Si jamais vous réécoutez ça au cours de la saison ou bien à la fin, vous pouvez nous lancer des fleurs ou des roches. C'est pas grave. Ou des tomates. Ouais, des tomates. Je préfère plus des tomates que des roches parce que des tomates, c'est moins douloureux. C'est moins douloureux, puis au moins on peut les manger. On va faire une bonne sauce tomate maison. Alors, moi, j'y vais tout de suite. Je me lance. Alors, vas-y, je t'écoute. 10e, je mets Williams. 9e, je mets Haas. 8e, Alfa Romeo. 7e, Alfa Tauri. 6e, je mets Renault. 5e, McLaren. 4e, Racing Point. 3e, Ferrari. 2e, Red Bull. Et Mercedes premier. Intéressant. Parce que, honnêtement, moi, je sais pas si je mets Alfa Romeo ou Alfa Tauri un avant l'autre, là, parce que, honnêtement, je suis pas tellement impressionné par les deux, même si j'ai dit qu'il y avait une légère amélioration au niveau de l'écurie sœur de Red Bull. Ben, j'ai très hâte de voir comment la saison va aller. Pour ma part, tu as commencé par le bas, si je me trompe pas. Ouais. Williams va officiellement être dernière pour moi. Je pense que c'est même pas une question. Ensuite, je mettrai Haas aussi. Alfa Romeo. Renault. Oh! Renault, pour ma part, je pense qu'Alfa Tauri, je les place avant Renault, pour ce qui est de toute la saison. Donc, j'ai hâte de voir si ma prédiction va se concrétiser. Wow. Mais j'y vais d'un petit test. Je sais pas si ça va être révélateur, mais j'ai l'impression que Renault va vraiment pas être ce que les essais veulent dire. Wow, okay. Ensuite, AlphaTauri, McLaren, Racing Point, Ferrari, Red Bull et la première position revient à Mercedes, mais Red Bull est tout près. J'ai pas l'impression qu'ils vont réussir à aller les chercher, mais ils vont vraiment être tout près. Moi, je pense que personnellement, je garderai le même écart que l'année passée, que ce qu'ils avaient avec l'année passée entre Red Bull et Mercedes, parce que je vois qu'il y a une amélioration, oui, mais je vois, comme tu dis, je vois pas Mercedes être battu pour 2020. Puis, ce que j'ai vraiment hâte, du moins de
pour les partisans de F1 et les fans, ce qui va être intéressant, c'est que la Red Bull l'an dernier a réussi à se démarquer sur des circuits où on les attendait pas. Donc, cette année, avec un moteur qui est peut-être plus efficace encore, c'est là que la course entre Mercedes et Red Bull va devenir vraiment intéressant, puisque on se souviendra que par les années passées, on avait les gens chez Red Bull connaissaient leur circuit. Singapour et compagnie, c'était les circuits pour Red Bull. Et l'an dernier, ils ont réussi à être des underdogs sur certains circuits, donc ça pousse ma réflexion de ce côté-là. Mais vraiment, j'ai extrêmement hâte de voir Renault, qui, pour moi, je pense qu'ils vont me décevoir durant la saison. Donc c'est pour ça que j'ai mis plus bas pour ne pas être trop déçu, disons. Oh oui, moi je te comprends. Je pense que Renault, si jamais Renault fait une chute comparée à l'année passée et comparée à leur retour en Formule 1 en 2016, je ne pense pas que il y a une tête qui va... Je ne pense pas que il va y avoir un pilote qui va partir. Je pense même que ce serait plus à la haute direction. Puis, ce qui va être très intéressant, tu sais, aujourd'hui, on fait des prédictions, mais la position 4 à 6, vraiment, ça peut être très mobile. Donc, c'est ce qui rend la compétition d'aujourd'hui encore plus intéressante que lors des dernières années. Les écuries sont proches et ça favorise vraiment les combats en course. Donc, j'ai hâte de voir comment on va voir les voitures vu de notre salon. J'ai l'impression que les courses derrière seront mis de l'avant. Oh oui, moi je te dirais même 7. Je te mets même les positions 7. Même 7, ouais. Même 7 parce que peut-être que tu as une écurie qui va sortir de nulle part là, et qui va faire énormément de bien. Oui. Marc-André, on va faire... Bon, on s'est mouillé. Oh oui, on s'est mouillé. On s'est mouillé, Marc-André, donc on attend On attend. Si jamais vous avez un ordre, vous pouvez le faire sur nos réseaux sociaux, bien sûr le site bulletinf1.com. C'est ce qui conclut la première partie de l'épisode numéro 33 de la balado-diffusion du Bulletin F1. La deuxième partie est désormais disponible sur bulletinf1.com, notre site officiel, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast préférées comme Spotify, Google Play Music, Apple Podcast et autres. Nous sommes disponibles sur facebook.com/bulletin F1, sur Twitter @le bulletin F1 en un seul mot, ainsi que sur Instagram, toujours avec le @le bulletin F1 en un seul mot. Je m'appelle Abdoussal et on se retrouve pour la deuxième partie du bulletin F1.